Bonjour, une vidéo pour les absents du cours du 26 mai. Nous avons commencé le chapitre 3, on va s'intéresser aux zones de divergence. Alors voilà une carte qui est dans votre livre, dans la partie bilan du chapitre précédent. On voyait les limites de plaques avec leur mouvement. Et en fait, on va s'intéresser aux zones en vert ici, aux limites de plaques au niveau desquelles les plaques sont en divergence, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Alors ici, on a les deux flèches l'une contre l'autre. On a la dorsale ici entre l'Antarctique et l'Afrique. On a la dorsale atlantique et puis la dorsale pacifique également. Bon, on va parler de ces diverses dorsales. Que sait-on sur ces zones de divergence? Eh bien, en fait, on va y trouver du magmatisme, enfin un volcanisme de type basaltique, caractérisé par ces laves en pilolava qui montrent que la lave a cristallisé au contact de l'eau. Tout le plancher océanique est formé de ces pilolavas, est recouvert de ces pilolavas. Mais au niveau des zones de ces dorsales, de ces zones de divergence, les pilolavas ne sont pas recouverts de sédiments. Et en plus, on y trouve donc des failles. Alors, soit il y a un rift, c'est-à-dire une vallée au milieu, ce qui n'est pas le cas ici, ou au minimum, on a de toute façon des fracturations de la roche, et ces fracturations donc, sont des failles normales, qui démontrent que la zone est en extension. Toute la zone est en extension. Un rappel également sur la composition de la croûte océanique. Donc, il y a des sédiments qui se déposent avec des sédiments de plus en plus épais au fur et à mesure que la lithosphère est vieille. En dessous, les basaltes en coussin, des basaltes en filon et puis le gabbro. En dessous, donc sous le mot, qui est la limite entre la croûte et le manteau, on a le manteau supérieur, enfin le manteau d'ailleurs, qui est composé de péridotite. C'est le manteau lithosphérique, ici. Tout en dessous, sous la LVZ, on retrouve la sténosphère qui est également composée de péridotite. Ici, on a résumé également ce que l'on sait sur cette zone, c'est que à ce niveau-là, la lithosphère océanique prend naissance avec une remontée donc de la sténosphère, ici, remontée de la sténosphère, naissance d'un magma, et ce magma cristallise en enregistrant le champ magnétique du moment, d'où les anomalies magnétiques dont on a parlé déjà. Donc ici, vous avez cristallisation, on va dire, dans le sens actuel, mais cette croûte vieillit en s'éloignant de la dorsale, elle est remplacée par une nouvelle croûte qui, elle, a cristallisé alors que le champ magnétique était inverse à l'actuel, et puis à nouveau de la croûte océanique qui se met en place en même temps, enfin, alors que le champ magnétique est le même qu'actuellement. Voilà pour les anomalies magnétiques. En fait, ce qu'il faut élucider un petit peu, c'est comment tout ceci se déroule et d'où vient le magma en fait. Comment on passe d'une asténosphère solide qui remonte à du magma qui va donner des basaltes et du gabbro. Alors déjà, il faut bien se mettre en tête l'ordre des événements et les relations de cause à effet. C'est parce qu'il y a écartement à ce niveau-là qu'il y a une remontée de la sténosphère. C'est l'écartement qui va provoquer une dépression et du coup la sténosphère va remonter. C'est pas la sténosphère qui pousse. On aurait des figures de compression ici. Tout est en distension. Donc on a écartement de la zone, remontée de la sténosphère, formation donc du magma, et puis on voit qu'au fur et à mesure que la lithosphère s'écarte de la dorsale, donc elle vieillit, eh bien on s'aperçoit qu'elle s'épaissit également. C'est-à-dire que la partie du manteau lithosphérique va devenir de plus en plus importante. Deux questions auxquelles on va essayer de répondre, c'est l'origine du magma et comment se fait-il que la lithosphère s'épaississe. D'abord, recherche d'un magma. Comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, comme d'habitude, grâce à la sismique réflexion. Vous avez des documents ici qui sont dans votre livre.
sans légende et interprétation, évidemment, vous et moi, on n'aurait pas deviné qu'ici, en fait, on avait découvert une chambre magmatique. En fait, on voit qu'il y a moins de signes, il y a un ralentissement des ondes. On voit que ici, on a des failles normales. Alors ici, ce sont des petits édifices volcaniques. Ils sont tout petits, hein, ils ne dépassent pas de l'eau. On est au niveau du rift de cette vallée. Et on est à l'aplomb donc d'un de ces édifices volcaniques. On est au niveau de la dorsale atlantique, pas loin des Açores. En fait, ici, cette zone correspond à une chambre magmatique. Voilà un autre document sur votre livre, un bloc diagramme. On a symbolisé donc cette chambre magmatique ici. Et on voit que le magma, en fait, peut très bien regagner la surface grâce à ces failles, ici. Voilà le document en entier dans votre livre. Et un autre document qui vous montre peut-être des choses plus simplement. Donc, à retenir, présence d'une chambre magmatique. Alors, c'est-à-dire que le magma stagne un petit peu ici avant de remonter à la surface et de cristalliser au contact de l'eau pour former les pilots lava. On a la taille à peu près de cette vallée, donc qui est une petite vingtaine de kilomètres. Quelle est l'origine du magma? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est solide, sauf à quelques endroits. Alors on sait que le noyau externe est liquide, par exemple, mais au niveau du manteau et de la croûte, tout est solide, sauf à certains endroits. Quelle est la roche, d'abord, qui a fondu? Et puis, dans quelles conditions a-t-elle fondu? Alors, quelle est la roche qui a fondu? C'est assez simple, entre guillemets. Les analyses chimiques ont tranché. Il s'agit en fait de péridotite. C'est logique, c'est elle qui est dans le manteau, il y en a beaucoup. Et donc, c'est de la fusion partielle de péridotite qui va donner le magma, qui va lui-même donner basalte et gabbro. Quelles sont les conditions nécessaires à la fusion de cette péridotite?